Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Mali et de la Mauritanie. Vive tension diplomatique entre les deux pays. La Mauritanie, le ministère mauritanien des Affaires étrangères avait convoqué vendredi l'ambassadeur de Mali en Mauritanie suite à une situation qui concerne les Mauritaniens vivant sur le sol malien. Le samedi, le ministre mauritanien de la Défense a été reçu également par le chef de la transition malienne, Assimi Goïta, où il portait une vive contestation sur le sort donc de ces Mauritaniens de façon ramassée. Il faut dire que selon les médias mauritaniens, ces Mauritaniens vivant sur le sol malien sont souvent la cible de certaines attaques menées par l'armée malienne et qui donc fait des victimes du côté des populations civiles mauritaniennes vivant sur le sol malien. Contestation portée donc par la Mauritanie à l'égard du Mali et qui devrait donc désormais faire attention à ces opérations. La dernière en date remonte au 8 avril où selon des médias mauritaniens, les Maliens aidés par les éléments russes auraient mené des raids contre des éléments du mouvement de l'Azawad près de la frontière avec la Mauritanie et donc leurs assauts auraient pris pour cible des populations civiles mauritaniennes. Contestation donc de la part de la Mauritanie. Vive tension entre ces deux pays. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. La Mauritanie conteste face au Mali ce qui arrive à ses citoyens sur le sol malien. Oui, c'est une situation déplorable, déplorable en termes d'africanité, parce que c'est deux pays frères qui sont séparés de près de 2000 km. 2200 et quelques kilomètres. 2200 quelques kilomètres. Et puis, il y a là, entre la Mauritanie et le Mali, une zone, je qualifierais de non-droit, où se fouvoieraient des malfaiteurs que le Mali serait en train de pourchasser jusqu'ici. C'est vrai, de l'autre côté de la Mauritanie accuse le Mali de tuer ses populations. Mais la question que je me pose, est-ce que l'armée malienne se donnerait ce vilain plaisir de tirer sur les populations innocentes d'un pays limitrophe? À mon sens humain, je dirais non en réalité, parce que c'est clair et les Mauritaniens eux-mêmes l'ont dit, mais bien avant cela, il faut comprendre que le ministre de la Défense de la Mauritanie a fait le déplacement vers Assimi Goïta pour le fait cas de la situation. Et en réponse, il y a une délégation malienne qui a quitté et qui s'est rendue à Nouakchott également pour essayer de calmer un peu le jeu. Mais malheureusement, la tension continue toujours. Ça veut dire qu'il y a quelque part, et ils ne se sont pas compris, ils ne se sont pas entendus. Et donc, je suis en train de comprendre qu'au côté malien, ça peut être une fausse note ou alors une mauvaise interprétation de l'opération que mène le Mali. Parce que, à mon sens, le Mali ne pourrait pas vouloir délibérément tirer sur les populations mauritaniennes pour le simple fait de vouloir le faire. Mais vous voyez, aujourd'hui, je ne serais pas en train de mener un débat identitaire. Lorsqu'on parle de groupe Touareg aujourd'hui, qui fait partie des ennemis numéro 1 du Mali, et vous prenez aussi la configuration du peuple mauritanien, vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'identité qui se retrouve. Donc, il peut arriver que des écarts d'exercice soient commis sur certaines populations, mais cela ne pourra pas émaner de la volonté de l'armée malienne et de vouloir tuer des populations civiles innocentes. Mais si je vous comprends, c'est le même, effectivement, c'est le même peuple qui se retrouve de part c'est et les mêmes d'autre peuples de la pratiquement, frontière voilà. entre les deux pays, d'accord. C'est cela. Mais cela ne justifie pas. Quand on dit que ce n'est pas fait volontairement, cela ne justifie pas non plus l'acte. Non, mais c'est pas une justification. Moi, je suis en train de mener mon analyse autour du contexte. Je vous l'ai dit tantôt que l'espace de plus de 2000 km là est resté comme un terrain ou alors acquis aux bandits et qui sont là, qui commettent des actes. C'est un désert aride. C'est un désert aride, bien évidemment. Mais que tous ceux-là qui sont aujourd'hui des ennemis de la paix, des ennemis de la stabilité se retrouvent rapidement là, lorsqu'ils finissent par commettre des actes terroristes sur le territoire
territoire malien. N'oubliez pas que depuis un moment, la Mauritanie n'est pas trop touchée par ces attaques terroristes parce que il a cette stratégie ou alors elle a cette stratégie de protection de son territoire. D'accord. Mais n'empêche, le Mali est toujours en proie à des violences terroristes et combat inlassablement contre ces terroristes-là. Maintenant, la note qui est sortie, c'est que le Mali, dans la pourchasse ou alors dans la poursuite d'ailleurs de ces terroristes, il arrive à violer peut-être ce droit de territoire et arrive même à tirer sur des populations mauritaniennes. Est-ce que c'est des populations mauritaniennes qu'on cherche? En réalité, la réponse est non. Mais c'est plutôt ceux qui commettent des forfaitures là, ce sont ceux-là qu'on est en train de poursuivre. Et j'appelle souvent, je dis souvent qu'il peut y avoir des dégâts collatéraux, même si cela n'est pas évident. L'arme ne connaît personne. Mais dans la poursuite de l'objectif, certaines fois, on peut commettre des écarts. Mais on ne peut pas prendre ça comme une logique et afficher et imputer à une armée républicaine, une armée régulière. Je ne pense pas que l'armée malienne est formée pour tuer des civils, mais pour traquer plutôt des malfaiteurs, des terroristes. Certaines fois, on peut se tromper sur la cible. Et si l'armée malienne a diligenté une délégation pour Nouakchott, cela voudrait dire, oui, ce que vous êtes en train de dire, il peut y avoir certains dégâts comme ça, mais nous ne le faisons pas volontairement. Il y a lieu qu'on se mette d'accord sur un principe. Oui, voilà ce qu'il y a lieu de faire. C'est en cela, je dis, les pays africains doivent comprendre quelque chose. L'Afrique est un village. S'il y a quelque chose qui se passe dans la maison d'autrui, il faut qu'on vienne ensemble éteindre le feu. Malheureusement, on n'est pas dans cette logique. Rappelez-vous, la Mauritanie était dans le G5 Sahel. Du G5 Sahel. Et donc, quand on a mis fin... que c'est le Mali, le Burkina et le Niger dernièrement qui ont décidé de quitter le G5 Sahel. Et donc, ce qui a mis fin au G5 Sahel. Non, mais ça n'empêche quand même pas que le voisinage africain puisse se poursuivre. Nous sommes en Afrique, je parle en termes d'Africains. Oui, le G5 Sahel, qui l'a formé? Et c'est les mêmes États. C'est les mêmes États, d'accord, mais cautionné par qui? Beaucoup plus. Par la France. Par la France, écoutez. Donc voilà pourquoi. Non, je ne fustige pas l'action de la France, oui. Mais quand ceux-là ont décidé de quitter ce regroupement à cause des raisons qu'ils ont énumérées et autres, alors est-ce que cela empêche quand même que des deux pays frères puissent se mettre d'accord qu'en réalité nous partageons les mêmes frontières? Quand ça chauffe chez vous, ça va chauffer forcément chez nous. Et donc, nous allons aussi apporter notre expertise pour vous aider dans la lutte contre le terrorisme pour que nous ayons la paix. Non, la Mauritanie a croisé les bras. On laisse le Mali seul devant les hostilités. Maintenant, quand les dégâts arrivent, on essaie de faire croire au monde entier que le Mali veut chercher à tuer des civils. Je ne pense pas que cela ait la raison. En tout cas, pour vous, ce n'est pas l'objectif premier, mais je rappelle que si c'est le cas, quand vous faites quelque chose qui n'était pas de vos objectifs, il y a une manière aussi de procéder, n'est-ce pas, Adam? Tout à fait. Vous savez, je pense que cette situation-là, c'est une sorte de fausse note qui n'arrange aucun de ces deux pays. Vous savez, c'est vrai, on parle d'hostilité. Le Mali a fait des frais des terroristes, mais au même moment, lorsque vous n'êtes pas en odeur de sincérité avec des pays frontaliers comme la Mauritanie, que je rappelle, a fait partie de tous les accords qui ont conduit entre-temps à la paix précaire du Mali, même si la souveraineté était toujours menacée parce que le pays était pratiquement en scission. Il va de soi que ces bonnes relations entre les deux pays puissent se maintenir pour qu'on puisse véritablement parler de paix au Mali. Malheureusement, vous avez parlé de la question identitaire qui est une question véritablement sérieuse, qui a toute sa place dans la résolution de ce conflit-là. Et au même moment, je n'ai pas l'impression de dire qu'après, en tout cas, la reconquête du Mali, que les groupes armés qui étaient au nord du Mali puissent donc trouver refuge au niveau de la Mauritanie, puisque cette question également n'est pas exclue. En tout cas, de tout évident de ce qui se passe au niveau de ces deux frontières-là, mais également la similitude de traits est un facteur essentiel, primordial, qui pousse en tout cas le Mali dans leur stratégie de reconquête du pays. Puis entre-temps, la question était évoquée par la plupart de ceux qui défendent surtout l'ethnie, peu
recul, puisqu'il faut le dire clairement, même si la question identitaire n'est pas une bonne approche à pouvoir évoquer dans ces analyses liées à cette question de la reconquête de ces pays-là qui étaient ou qui sont pratiquement, parce que lorsque nous prenons ces trois pays, nous voyons qu'il y a toujours résurgence d'une part, même s'il y a des poches qui sont toujours névralgiques, il va de soi véritablement de dire que ce sont des traits, de similitudes de traits qui sont également à l'avant-garde, puisque de l'autre côté, c'est directement identifié lorsque vous avez un certain nombre de traits et que vous traînez un certain nombre de choses avec vous, vous êtes directement identifié comme terroriste. Et je pense que ce sont des questions de toute évidence qu'on ne peut pas négliger dans la mesure où le Mali, c'est depuis plus de 10 ans, au-delà d'un même qui continue donc pour ne pas suivre faire les frais du terrorisme. Donc il y a des éléments qui leur poussent véritablement à connaître celui qui peut être plus ou moins identifié comme terroriste ou pas. Mais quand on le fait et puis on se trompe sur la cible, on va attaquer le Oui, on est d'accord. Il y a de quoi susciter les tensions avec l'autre pays. Tout à fait, je suis d'accord. C'est vrai, lorsque vous le dites de bonne foi, pour la simple et bonne raison que dans les stratégies de reconquête, que ce soit ici ou ailleurs, nous avons vu des militaires qui, malheureusement, poursuivant la cible, sont tombés sur des civils. Mais quand cela arrive, il faudrait quand même que vous reconnaissiez que véritablement c'est ça. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile que ce soit du côté du Mali, qui est indexé par la Mauritanie, de pouvoir dire que cette cible que nous avions attaquée ne sont pas des terroristes, ce sont des civils. C'est la question qui se pose actuellement. Puisque le Mali également n'a pas les éléments à son, en tout cas, à son niveau de pouvoir justifier réellement que ce ne sont pas des terroristes qui sont attaqués. Puisque aucun, le Mali ne l'a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais la Mauritanie ainsi que ce sont des civils. À partir du moment où le Mali ne l'a pas dit, ça voudrait dire quelque part qu'il y a des susceptibilités qui voudraient dire que peut-être il pourrait avoir des protections des gens liés en tout cas à cette question qui ne peut pas être identifiée tout de suite comme étant donc des terroristes ou pas. C'est là où existe le cause. C'est pourquoi je dis que c'est une véritable fausse note que les deux pays sont appelés à vouloir traiter, parce que si tel est que, il faudrait quand même qu'on parle de la sécurité des deux pays, il faudrait quand même qu'à ça s'aille voir des points qu'on peut véritablement identifier pour éviter que le pire entre les deux pays n'arrive. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Gabin Adjaro, la Mauritanie accuse le Mali d'attaquer des populations civiles mauritaniennes sur son territoire, en les confondant peut-être à des terroristes. Oui, en la confondant peut-être à des terroristes, si ceux-là n'ont pas des traits de terroristes véritablement, parce que il y a quelque chose à ratifier. L'armée malienne n'est pas rentrée sur le territoire mauritanien pour tuer qui que ce soit. Ils étaient à la poursuite de terroristes, et c'est arrivé à ce niveau-là. Et notons que, on l'a dit, c'est une zone désertique et inaccessible. Alors là, je me pose la question de savoir comment se fait-il que ces gens-là, ces Mauritaniens-là se retrouvent là-bas, puisque ce ne sont pas des nomades, ce ne sont pas des gens qui élèvent des bœufs, et ce ne sont pas des gens qui ont érigé... C'est des populations civiles. Ce sont des populations civiles, mais certes... Qui habitent de l'autre côté de la frontière. Qui habitent de l'autre côté de la frontière, mais également. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher dans la zone de 2000 et quelques kilomètres? Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher là? Moi, je me pose beaucoup de questions. Parce que, vous savez, si c'était de l'autre côté maintenant, avant de franchir une frontière, il y a quand même un cordon qui est là pour sécuriser la frontière. On ne laisse pas une frontière comme ça. Donc, je me pose beaucoup de questions sur réellement ce qui fait que ces gens-là se retrouvent là à ce moment-là. Il y a ce brassage entre les peuples de part et d'autre des frontières. Ce ne sont pas des milieux isolés carrément où on ne devrait pas trouver des gens. C'est des gens qui habitent sur le territoire malien, reconnus comme tels, comme étant des Mauritaniens vivant sur le territoire malien. Oui, mais là où on dit que ces gens-là ont été tués, ça, c'est pour un fait parmi tant d'autres. Oui, c'est pour un fait parmi tant d'autres. Mais maintenant, moi, je me pose beaucoup de questions. J'aimerais avoir des éclaircissements, en fait. Parce que quand on poursuit des terroristes, est-ce que arriver jusqu'à un certain niveau? Mais comment se fait-il que ces gens-là se confondent à des terroristes? Si réellement ces gens-là habitaient là-bas, je pense qu'ils auraient d'autres formes d'agissement par rapport à ce que les terroristes font. Je rappelle que c'était avec des raids aériens, et du coup, quand c'est des raids aériens, on fouille difficile pas vraiment d'apprécier. pour savoir si tel habite dans le milieu ou pas.
j'épouserais l'idéologie du fait que, bon, on a sciemment décidé de tuer des terroristes ou bien des civils mauritaniens. Si réellement, on dit que, bon, voilà, c'est un village mauritanien qui est situé là et puis on les a abattus. Mais quand les gens mais quand les gens étaient à la poursuite d'un certain nombre de personnes et puis arrivé à ce niveau-là, vous vous retrouvez aussi dans le même lieu que ces gens. Ça pose un certain nombre de problèmes. Je ne suis pas en train de défendre l'armée malienne, mais vous savez, il y a dans la lutte antiterroriste, il peut toujours avoir, surtout quand la lutte est armée, il peut toujours avoir des victimes collatérales. Il y en a toujours de ça un peu partout. Même dans les grands pays qu'on dit développés, il y a toujours eu de ce genre de choses. Il y a toujours eu de victimes qui ne sont pas forcément liées à ce qui se passe. Donc, c'est à déplorer, véritablement. Mais je pense que le Mali et la Mauritanie ont toujours été quand même des peuples frères et sœurs. Si la situation était si grave, je pense que les deux pays allaient déjà rappeler leurs ambassadeurs, ce qui n'est pas le cas. Donc, ils ont quand même opté pour la négociation, pour la discussion. Et je pense que ce sont des gens qui vont quand même arriver à trouver des solutions et des solutions assez durables. Et là, il faut tout faire pour pouvoir protéger aussi les frontières. Pourquoi pas créer un cordon commun pour pouvoir lutter dans cette zone-là contre le terrorisme, si véritablement que la Mauritanie aussi se sent concernée par rapport à cette situation. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.